Cette nuit-là, mes vêtements étaient éparpillés sur le trottoir. Il avait tout jeté par la fenêtre, un par un, comme si mes affaires n'étaient que des ordures dont il fallait se débarrasser. Et lui, debout devant le portail, les bras croisés, la voix forte pour que tous les voisins entendent, il a dit « Cette maison est à moi. Elle n'a jamais rien apporté ici. » Je me suis retournée, la gorge serrée, les mains vides, et j'ai regardé la rue mouillée de novembre. Et quelque chose en moi s'est ancré très profondément, comme une racine qu'on ne voit pas mais qu'on ne peut pas arracher. Je savais déjà que ce soir ne serait pas la fin de mon histoire. Ce serait le début de la sienne. Je m'appelle Amara Diallo. J'ai 61 ans. Je suis née à Dakar, au Sénégal. Et j'ai débarqué en France à l'âge de 23 ans avec 2 valises, un dictionnaire français-wolof et la conviction que le travail honnête finit toujours par payer. J'avais une tante à Lyon qui m'avait promis une chambre et une adresse pour commencer. Je suis arrivée en hiver et le froid m'a saisie dès la sortie de l'aéroport. Mais j'avais les épaules larges et la tête droite. Et j'ai appris très vite que dans cette ville, si tu travaillais sans te plaindre, tu trouvais ta place. J'ai passé 40 ans à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, et pendant 22 de ces années, j'ai partagé ma vie avec un homme qui s'appelait Bernard Morel. 22 ans, pas des fiançailles, pas une aventure passagère. 22 années à construire quelque chose ensemble, à payer les factures ensemble, à traverser les deuils, les maladies, les silences difficiles et les réconciliations du matin. J'avais enterré ma mère pendant ces années-là, perdu mon frère, traversé une opération sérieuse au dos qui m'avait cloué au lit pendant 3 mois. Bernard avait été là, à sa façon. Pas toujours tendre, pas toujours présent, mais là. Et moi, j'avais interprété cette présence comme quelque chose de solide. Je me trompais. Au début, Bernard était différent. Ou peut-être que j'étais différente, plus indulgente, plus prête à voir le meilleur dans les gens. Je travaillais comme aide-soignante dans un établissement pour personnes âgées au nord de la ville et lui gérait une petite entreprise de menuiserie qu'il avait montée avec un associé. On n'était pas riches, mais on était stable. On avait un appartement à nous dans un immeuble calme, une voiture qui tenait la route, des habitudes de dimanche qui sentèrent le café et le pain frais. Il aimait le football le samedi après-midi et les dimanches sans bruit. Moi, j'aimais cuisiner pour les gens que j'aimais, remplir une table, voir les visages s'éclairer. On s'était trouvés dans cette routine tranquille et pendant des années, ça avait suffi. Mais à partir de la 5e ou 6e année, quelque chose avait commencé à changer. Pas de façon dramatique, pas d'une seule nuit. C'était lent, insidieux, comme de l'eau qui ronge la pierre sans qu'on l'entende. Bernard avait commencé à recevoir des appels en sortant de la pièce, à baisser la voix dès que j'entrais dans un endroit où il était au téléphone. Des réunions le soir dont il ne me parlait plus, des billets de banque dans des enveloppes qu'il rangeait dans un tiroir fermé à clé. Je posais des questions et il répondait par des soupirs ou par le silence. J'insistais doucement et il me regardait comme si j'étais devenue quelqu'un de gênant, quelqu'un qui ne comprenait pas les affaires, quelqu'un qui n'avait pas à savoir. Je me souviens précisément du jour où il m'a dit pour la première fois que la maison était à lui. On se disputait pour quelque chose de banal, une facture d'électricité que j'avais réglée sans lui en parler d'abord, et il a lancé cette phrase comme s'il l'avait préparée longtemps à l'avance. « N'oublie pas que c'est mon nom sur le bail. » J'ai senti quelque chose se déplacer en moi ce jour-là. Pas de la colère, non. Quelque chose de plus froid, de plus précis. Une alerte que le corps donne avant que la tête ne comprenne. À partir de là, j'ai commencé à faire attention, à observer, à noter dans ma tête les petites choses qu'il disait, les noms qui revenaient dans ses conversations téléphoniques, les horaires qui ne correspondaient plus à ses explications. Je n'étais pas paranoïaque, j'étais attentive. Il y a une différence importante, et cette différence m'a sauvée plus tard. Ce qui m'a décidé à agir concrètement, c'est un soir de novembre, 3 semaines avant que tout éclate. Bernard avait des amis à la maison. Ils étaient à 4 dans le salon, je préparais le dîner dans la cuisine, et la porte était entr'ouverte. J'entendais des éclats de rire, des bribes de conversation, la télévision en fond. Et puis, au milieu de ce brouhaha familier, j'ai entendu mon prénom, prononcé sur un ton que je n'avais jamais entendu de sa bouche en public. Un ton de mépris doux, presque de dégoût décontracté, comme quand on parle d'une mauvaise habitude qu'on n'a pas encore réussi à perdre. Il disait quelque chose à propos des femmes qui s'accrochent, des femmes qui ne comprennent pas quand c'est fini, qui croient qu'elles ont des droits parce qu'elles ont cuisiné des repas et lavé du linge pendant des années. Les autres riaient.
Pas méchamment, juste cette façon que les hommes ont de rire entre eux quand ils se sentent complices de quelque chose. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas versé une larme. J'ai fini de préparer le dîner, je l'ai servi, j'ai souri toute la soirée comme si j'avais rien entendu, et le lendemain, quand Bernard est parti travailler, je suis allée dans un magasin d'informatique et j'ai acheté le plus petit dispositif d'enregistrement que j'ai trouvé. Un pendrive avec une fonction d'enregistrement automatique, intégrée, activée par le son ambiant. Le vendeur m'a expliqué comment le paramétrer. J'ai écouté attentivement, j'ai remercié, et je suis rentrée à la maison. Ce soir-là, j'ai décroché la petite télévision qui était sur le meuble du salon et j'ai glissé le pendrive derrière, contre le mur, dans l'angle du meuble. Un objet minuscule, de la taille d'un ongle. Personne ne pouvait voir qu'il était là. J'ai rebranché la télévision, j'ai remis tout en place et je suis allée préparer le dîner. Les mains ne tremblaient un pas. La décision était claire. Je ne faisais pas ça par vengeance. Je veux que ce soit absolument clair. Je n'étais pas en train de préparer une guerre, de construire un piège. Je me protégeais. Parce que quand un homme commence à effacer votre existence avec des mots, à vous retirer progressivement la légitimité de votre propre vie commune, la prochaine étape, c'est de vous effacer avec des actes. Et j'avais trop travaillé, trop donné, trop sacrifié pour laisser tout disparaître sans la moindre trace de vérité dans ce monde. Les semaines qui ont suivi ont été étranges et inconfortables. Bernard était presque trop gentil certains jours, il rapportait des fleurs du marché, proposait des sorties au cinéma, parlait de projets comme si nos conversations du futur avaient encore un sens. D'autres jours, il était froid, distant, les yeux fixés sur son téléphone, répondant à mes questions par des monosyllabes. Je continuais à sourire, je continuais à cuisiner, et le pendrive enregistrait, caché derrière la télévision, patient et silencieux. C'est un mercredi soir que tout a basculé, brusquement et sans préambule. Bernard était rentré plus tôt que d'habitude, vers 17h, alors que je l'attendais pour 19h. Il avait une expression que je ne lui connaissais pas, quelque chose entre la résolution froide et une nervosité qu'il essayait de dissimuler. Il s'est assis dans le fauteuil du salon sans enlever son manteau et il a dit, sans me regarder directement, « Amara, je pense qu'on devrait mettre fin à tout ça. » Je lui ai demandé calmement de quoi il parlait. Il a dit « De nous, de cette situation. Il faut être honnête. » J'ai attendu qu'il développe. Il a dit que les choses avaient changé, qu'il avait besoin d'espace, que notre vie commune ne fonctionnait plus vraiment depuis un bon moment, que ce n'était la faute de personne, que c'était la vie. Tout ça avec la voix de quelqu'un qui a répété son texte plusieurs fois devant un miroir. Je lui ai demandé si quelqu'un d'autre était impliqué dans cette décision. Il a regardé ailleurs et dit non, que c'était purement personnel, une question de chemin de vie. Je ne l'ai pas cru une seule seconde, mais je n'ai pas insisté. Je lui ai dit que si c'était sa décision, j'allais rassembler mes affaires progressivement, sur quelques semaines, et trouver un autre endroit où m'installer. Il a hoché la tête comme si c'était exactement la réponse qu'il espérait. Trop vite, trop facilement soulagé. Mais 3 jours plus tard, en rentrant d'une longue journée de travail, j'ai trouvé mes vêtements et mes affaires personnelles dans des sacs poubelles noirs devant la porte d'entrée. Pas pliés, pas rangés, avec soin. Jetés en vrac, comme si quelqu'un avait vidé des placards à la hâte, mêlant robes, chaussures, documents, photos et bijoux dans un désordre humiliant. Bernard était sur le pas de la porte, debout, les bras croisés. 2 voisins, monsieur et madame Perret du 2e étage, s'étaient arrêtés sur le trottoir, intrigués par le spectacle inattendu. Il a dit, assez fort pour que tout le monde entende parfaitement, « Je t'ai dit que tu devais partir. Cette maison est à moi. Tu n'as rien ici. Tu n'as jamais rien apporté dans cette maison. Tu as vécu à mes crochets pendant des années et maintenant tu pars. » Les voisins se sont regardés. L'un d'eux a détourné les yeux, gêné. L'autre regardait les sacs noirs sur le trottoir avec une expression que je ne savais pas encore comment déchiffrer. J'ai regardé mes vêtements éparpillés sur le béton mouillé. J'ai regardé les voisins, j'ai regardé Bernard, et j'ai respiré. Un seul souffle lent, profond, venu du ventre, comme ceux qu'on apprend avec le temps, quand on a passé l'âge des cris inutiles et des larmes qui ne servent à rien dans l'immédiat. J'ai ramassé les sacs en silence, un par un, sans rien dire, sans pleurer, sans argumenter. J'ai appelé ma cousine Fatoumata qui habitait à Vénissieux, à 20 minutes de là. Elle est venue me chercher dans la demi-heure, sans poser une seule question au téléphone.
En montant dans sa voiture, les sacs sur la banquette arrière, je n'ai pas pleuré. J'avais les mains qui tremblaient légèrement, comme après un effort physique intense, mais les yeux étaient secs. Parce que je savais quelque chose que Bernard ne savait pas encore. Et cette chose, elle attendait sagement dans mon sac à main, petite comme un ongle de doigt. Chez Fatoumata, j'ai dormi sur le canapé les 3 premières nuits. Elle ne m'a pas submergée de questions ni de pitié. Elle m'a préparé du café fort le matin, du riz au poisson le soir. Elle m'a laissé de l'espace pour réfléchir et elle m'a dit une seule fois, en posant doucement sa main sur mon épaule un matin, alors que je regardais par la fenêtre, « Tu n'as pas l'air d'une femme qui a perdu. » Elle avait parfaitement raison. Je n'avais pas perdu. Je traversais quelque chose et traverser n'est pas perdre. Une semaine après la nuit des sacs poubelles, j'ai reçu un message de la sœur de Bernard. Sandrine, une femme que j'avais toujours traitée avec respect et même une certaine affection pendant toutes ces années. Elle m'écrivait pour me dire que Bernard organisait un dîner avec la famille et quelques amis proches pour expliquer la situation de la séparation, et que ma présence était souhaitée pour que les choses se passent de façon civilisée, pour que tout le monde soit informé correctement, pour que les malentendus soient clarifiés, pour que la séparation soit officielle et propre. J'ai lu ce message 2 fois, puis une 3e fois, et j'ai souri, parce que je comprenais exactement ce que ce dîner allait être. Ce n'était pas une médiation entre adultes, c'était une mise en scène soigneusement préparée. Bernard voulait raconter sa version des faits devant témoins, construire sa réputation de victime raisonnable, s'assurer que personne dans son entourage ne me croirait si jamais je décidais un jour de parler, de réclamer, de contester quoi que ce soit. Il voulait un public captif pour sa performance, il allait l'avoir, mais pas de la façon dont il avait imaginé les choses. J'ai répondu à Sandrine que je viendrais avec plaisir, naturellement. Avant le soir du dîner, je suis retournée à l'appartement pendant que Bernard était au travail. J'avais encore un double des clés, car dans la précipitation et l'arrogance de cette nuit-là, il n'avait pas pensé à me les réclamer. Je suis entrée en silence, j'ai marché jusqu'au meuble de la télévision et j'ai récupéré le pendrive. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de mon manteau. Puis je suis repartie sans rien toucher d'autre, sans rien déplacer, sans laisser la moindre trace de mon passage. De retour chez Fatoumata, j'ai connecté le pendrive à son vieil ordinateur portable sur la table de la cuisine. Les fichiers audio s'étaient accumulés sur plusieurs semaines. Des heures et des heures d'enregistrement du salon. Je n'ai pas tout écouté d'un coup. J'ai cherché, j'ai trié, j'ai identifié les séquences qui importaient vraiment. Et ce que j'ai entendu dans ces fichiers m'a traversé comme de l'eau glacée, non pas parce que c'était entièrement inattendu, mais parce que c'était bien plus organisé, bien plus calculé que ce que j'avais imaginé dans mes moments les plus sombres. Bernard parlait avec son ami d'enfance, Philippe, et il lui expliquait dans le détail sa stratégie pour gérer la séparation. Il parlait de biens, d'un compte bancaire que je n'avais jamais connu, d'un bien immobilier mis au nom de sa mère pour qu'il soit hors de portée légale. Il riait en disant que je partirais avec mes casseroles et ma fierté. Il expliquait à Philippe que si jamais je causais des problèmes légaux, il avait déjà des gens prêts à témoigner que j'étais une femme instable, émotionnellement, imprévisible, au comportement irrationnel. Il avait préparé chaque argument, anticipé chaque réaction possible, construit une version de moi que je ne reconnaissais pas, mais que le monde autour de lui allait devoir accepter comme vraie. J'ai écouté jusqu'à la fin du dernier fichier, puis j'ai fermé l'ordinateur doucement. J'ai regardé par la fenêtre la rue grise de Vénissieux sous la pluie fine. Et j'ai pensé à toutes les femmes qui avaient traversé exactement ce que je traversais, sans avoir la moindre preuve dans leur poche, sans rien d'autre que leurs paroles contre celles d'un homme bien installé dans son réseau social. J'ai pensé à ma mère qui avait tout supporté en silence parce qu'elle n'avait pas d'autre option visible. Et j'ai décidé que moi, j'avais une option, et que j'allais m'en servir avec calme et précision. Le soir du dîner chez Sandrine, je me suis habillée simplement, mais soigneusement. Une robe bordeaux que j'aimais depuis des années, des boucles d'oreilles dorées que ma mère m'avait offertes le jour de mes 40 ans, et le pendrive dans mon sac à main, à côté de mon téléphone. Fatoumata m'a regardé partir depuis l'entrée de son appartement. Elle m'a dit « Tu reviens me raconter ». Je lui ai dit que oui, que ça allait prendre un peu de temps, mais que j'allais revenir. Il y avait une 15aine de personnes chez Sandrine. Les proches de la famille de Bernard, quelques amis de longue date, 2 ou 3 visages que je ne reconnaissais pas. Bernard était là, bien sûr, dans son élément naturel,
accueillant les gens à la porte avec cette chaleur de façade qu'il avait toujours su projeter parfaitement. Quand il m'a vu entrer, son sourire a eu une légère hésitation, presque imperceptible. Juste une fraction de seconde de recalibration. Mais je l'ai vu. Et lui a vu que je l'avais vu. Sandrine m'a embrassé sur les joues, comme si tout était normal, et m'a désigné une chaise à table. Il y avait du vin rouge ouvert, des amuse-bouches disposées sur un plateau, une musique douce en fond sonore. Bernard a attendu que tout le monde soit assis et installé pour se lever et prendre la parole. Il a commencé par remercier les personnes présentes d'être là pour cet instant difficile, mais nécessaire. Il a dit que parfois les couples s'éloignent sans qu'on puisse vraiment l'expliquer, que les chemins de vie divergent, et que lui et moi avions tous les deux décidé, ensemble et mûrement, de mettre fin à notre relation en adultes responsables et respectueux l'un de l'autre. Il a dit que la maison et les finances avaient été gérées de façon juste et transparente. Il a dit que j'avais toujours été prise en charge, que je n'avais manqué de rien pendant toutes ces années, et qu'il me souhaitait sincèrement de trouver ma voie. Il a dit tout ça avec les yeux qui brillaient légèrement, comme quelqu'un qui souffre, mais qui reste debout avec dignité. Autour de la table, des têtes hochaient doucement. Des regards bienveillants et admiratifs se posaient sur lui. Quelqu'un a dit tout bas que c'était courageux. Quelqu'un d'autre a murmuré qu'ils avaient bien fait de se parler en adulte. Puis Bernard a marqué une pause calculée, a posé son verre et a ajouté avec un sourire doux tourné vers moi « Je pense qu'Amara souhaite peut-être dire quelques mots aussi. » Il me donnait la parole. Il était convaincu que j'allais valider sa version devant tout le monde. Que j'allais hocher la tête et dire que oui, on avait décidé ensemble, que c'était mieux pour nous deux, que tout était réglé proprement. C'était le rôle qu'il m'avait assigné dans sa pièce de théâtre, la femme raisonnable qui s'efface avec grâce. J'ai posé mes mains sur la table, bien à plat. J'ai regardé Bernard. Puis j'ai regardé les gens autour de la table, un par un, posément. J'ai sorti le pendrive de mon sac. Et j'ai demandé à Sandrine si elle avait un ordinateur portable à me prêter 1 minute. La pièce est devenue silencieuse d'une façon particulière, ce silence qui précède les choses qu'on ne peut pas défaire. Mais ce qui s'est passé ensuite, ce n'est pas quelque chose que Bernard ou qui que ce soit dans cette salle avait préparé. Sandrine s'est levée sans un mot et est revenue avec un ordinateur portable qu'elle a posé devant moi sur la table. J'ai branché le pendrive. J'ai ouvert le premier fichier audio et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Bernard a rempli la pièce. Pas une voix inventée, pas une imitation. Sa voix exacte, avec ses intonations familières, son rire particulier, ses habitudes de langage que tout le monde autour de cette table reconnaissait immédiatement. Il parlait à Philippe et il expliquait tranquillement comment il avait prévu de me laisser sans rien. Il parlait du compte caché. Il parlait du bien immobilier mis au nom de sa mère. Il riait en disant que je partirais avec ma fierté et mes casseroles africaines. Et puis il expliquait, avec une précision froide et méthodique, comment il allait me décrire comme une femme instable si jamais je cherchais à contester quoi que ce soit devant un tribunal. Il avait même préparé des noms de personnes prêtes à témoigner contre moi. La salle n'a pas bougé pendant les 2 premières minutes. Personne ne parlait. Personne ne regardait personne. Les yeux étaient fixés sur l'ordinateur, ou baissés vers la table, ou fermés. Et Bernard, lui, avait la bouche légèrement ouverte, les mains crispées sur ses genoux, le teint qui changeait progressivement à mesure que sa propre voix continuait de parler. Il a tendu la main vers l'ordinateur. J'ai écarté le bras doucement, mais fermement, pas avec violence, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et tout à protéger. J'ai dit « Laisse les gens entendre ». Sa sœur Sandrine avait les yeux brillants, pas des larmes de tristesse. Quelque chose de plus complexe, cette expression qu'ont les gens quand ils réalisent qu'ils ont été les témoins involontaires d'une injustice à laquelle ils auraient pu participer sans le savoir. Quand l'enregistrement s'est arrêté, le silence a duré longtemps, trop longtemps pour être confortable. Un homme que je ne connaissais pas, assis à l'autre bout de la table, a posé sa serviette et s'est levé sans un mot. D'autres ont suivi, pas en colère, pas en scandalisé, en silence. Ce silence-là était le jugement le plus lourd que Bernard pouvait recevoir ce soir, bien plus lourd que des cris. Bernard a dit mon prénom, une seule fois, d'une voix qui ne ressemblait plus à celle de l'enregistrement. Une voix plus petite, soudainement, comme dégonflée. Il a dit qu'il pouvait expliquer, que les choses étaient ressorties de leur contexte, que je n'avais pas compris ce que je croyais avoir entendu. Personne autour de la table n'a répondu à ça.
parce qu'il n'y avait rien à répondre. Sa propre voix avait déjà tout dit. Je me suis levée, j'ai repris le pendrive, j'ai remercié Sandrine pour son hospitalité et je suis sortie. Dans la rue froide de novembre, j'ai marché jusqu'à l'arrêt de tram. Je n'avais pas envie d'appeler Fatoumata tout de suite. J'avais besoin de quelques minutes avec moi-même, avec le silence de la ville le soir, avec l'air froid sur mon visage. Je me suis assise sur le banc de l'arrêt, j'ai regardé passer les voitures et j'ai senti quelque chose se relâcher profondément en moi, comme un muscle qu'on tient contracté depuis trop longtemps sans s'en rendre compte. Ce n'était pas de la victoire, pas exactement. Pas cette légèreté facile qu'on imagine avant. C'était quelque chose de plus lourd et de plus propre à la fois. La sensation d'avoir dit la vérité dans une pièce où tout était préparé pour l'étouffer, et d'avoir laissé cette vérité faire son travail toute seule, sans violence, sans humiliation gratuite. Juste les faits, sa propre voix, son propre plan, exposé à la lumière. Les semaines qui ont suivi ont été longues et administrativement compliquées. Un avocat m'a aidé à établir mes droits sur les années de vie commune, à identifier les biens dissimulés, à contester certaines décisions prises unilatéralement. Ce n'était pas simple, ça ne l'est jamais. Mais j'avais la vérité de mon côté, enregistrée, datée, irréfutable. Et quand quelque chose de vrai est bien documenté, même les rouages lents de la justice finissent par tourner dans le bon sens. Bernard ne m'a plus jamais contacté directement. Sa famille, elle, m'a écrit. Sandrine m'a envoyé un message 2 semaines après le dîner pour s'excuser. Pas de sa part à lui, de la sienne. Elle me disait qu'elle aurait dû voir plus tôt ce qui se passait, qu'elle regrettait de ne pas avoir posé les bonnes questions. Je lui ai répondu brièvement, avec respect. Je ne lui en voulais pas. Les gens ne voient que ce qu'ils sont prêts à voir, et personne ne peut forcer cette préparation-là. Aujourd'hui, j'habite dans un petit appartement à Villeurbanne, pas loin du parc de la Tête d'Or. Je vis seule, et je commence à apprendre ce que ça veut dire vraiment vivre seule. Pas par défaut, mais par choix. Il y a une différence immense entre ces 2 façons d'occuper le silence. Je recommence doucement à cuisiner pour le plaisir, à inviter Fatoumata le dimanche, à marcher dans le parc le matin avant le travail. Je n'ai pas refermé la porte sur les hommes ni sur l'amour. Mais j'ai appris à reconnaître les signes qui m'avaient parlé il y a longtemps, et que j'avais choisi de ne pas entendre parce que la stabilité me semblait plus importante que la vérité. Ce que je retiens de tout ça, c'est quelque chose de simple. Les gens qui veulent vous effacer comptent toujours sur votre silence. Ils construisent leurs plans sur l'hypothèse que vous vous tairez, que vous partirez sans rien réclamer, que la honte ou la fatigue fera le travail à leur place. Ce que Bernard n'avait pas prévu, c'est que j'avais appris, avec les années, que se protéger n'est pas de la vengeance, c'est de la dignité. Ma mère me disait souvent au Sénégal, quand j'étais petite et que je revenais de l'école avec une injustice dans les yeux. La vérité n'a pas de jambes, mais elle finit toujours par arriver. Je n'avais pas compris cette phrase enfant. Je la comprends maintenant, dans tout son poids et toute sa lumière. Si vous traversez quelque chose de semblable, si quelqu'un est en train de réécrire votre histoire à votre place, si vous sentez que votre parole est déjà décidée comme non crédible avant même que vous parliez, sachez ceci. La vérité a besoin de témoins, parfois. Donnez-lui les moyens d'être entendu, pas pour punir, pour exister. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, écrivez stylo libre dans les commentaires. Parce que certaines femmes n'ont pas encore trouvé les mots pour raconter ce qu'elles ont vécu. Et parfois, savoir qu'une autre l'a vécu et s'en est relevée, c'est exactement ce qu'il faut pour commencer.